Ambition et succès d'Horizon souhaite Marden. Imaginez un univers où chaque rêve est une graine de grandeur, où l'ambition est le moteur qui pousse les cœurs courageux à atteindre les sommets les plus éblouissants. Dans ce monde de possibilités infinies, chaque mot de Marden est une boussole qui guide à travers le labyrinthe de l'effort vers le sommet de la réalisation personnelle. Des confins reculés de l'histoire au salon des leaders contemporains, l'ambition a été le phare qui éclaire le chemin des grands visionnaires, des bâtisseurs d'empires aux artistes qui sculptent des rêves sur la toile du temps. Joignez-vous à nous pour un voyage où les limites s'estompent et les frontières du potentiel humain s'élargissent. Découvrez comment chaque pas en avant, chaque défi surmonté, nous rapproche un peu plus de notre meilleure version, de cette vision inébranlable de ce que nous pouvons devenir. Dans les heures à venir, nous explorerons les mystères du désir ardent, de la volonté inébranlable et du pouvoir de la détermination. Plongez dans les histoires de ceux qui ont défendu le statu quo, osé rêver grand et par chaque acte audacieux, ont inscrit leur nom dans les étoiles du succès. Préparez-vous à ouvrir votre esprit et votre cœur aux leçons intemporelles d'Horizon souhaite Marden, un visionnaire dont la sagesse résonne à travers les siècles. Laissez sa voix vous guider, vous inspirant à atteindre de nouveaux sommets, à transcender les limites auto-imposées et à embrasser la grandeur qui réside en chacun de nous. Cet audiolivre n'est pas seulement un récit, c'est un appel à réveiller le héros endormi en vous, à allumer la flamme de l'ambition qui vous mènera au-delà de l'imaginable. Préparez-vous pour un voyage qui changera votre perspective, défiera vos croyances et vous donnera le pouvoir d'écrire votre propre chapitre de succès et d'ambition. Bienvenue à Ambition et succès d'Horizon souhaite Marden. Chapitre 1. Qu'est-ce que l'ambition ? L'ambition est la motivation qui pousse l'homme à lutter contre le destin, c'est le propre incitatif céleste à devenir grand, à atteindre un but plus grand, comme celui atteint dans une usine où l'on fabrique des boussoles pour les navigateurs. Les aiguilles, avant d'être magnétisées, se trouvent dans n'importe quelle position où elles sont placées. Mais dès qu'elles ont été touchées par le puissant aimant et ont été électrifiées, elles ne sont plus jamais les mêmes. Elles ont acquis un pouvoir mystérieux et sont devenues de nouvelles créatures. Avant d'être magnétisées, elles ne répondent pas à l'appel de l'étoile du Nord. Le pôle magnétique n'a aucun effet sur elles. Mais une fois magnétisées, elles s'orientent vers le nord magnétique et sont toujours fidèles et loyales à leur affinité. Des foules de personnes, comme une aiguille non magnétisée, semblent immobiles, ne répondant à aucun stimulus jusqu'à ce qu'elles soient touchées par cette force mystérieuse que nous appelons l'ambition. D'où vient cette impulsion prépondérante qui pousse chaque être humain vers son objectif individuel ? Où est la source de l'ambition et comment et quand entre-t-elle dans nos vies ? Combien peu d'entre nous s'arrêtent pour penser à ce que signifie vraiment l'ambition, sa cause ou sa signification ? Cependant, si nous pouvions expliquer ce qu'est l'ambition, nous pourrions expliquer le mystère de l'univers. L'impulsion instinctive de continuer à pousser vers le haut est la chose la plus curieuse et la plus intéressante de la vie humaine. Elle existe chez tout être humain normal et est aussi prononcée et aussi réelle que l'instinct de conservation. Je crois que cette impulsion intérieure incessante, qu'on l'appelle ambition ou autrement, est ce qui pousse les hommes vers leur but. C'est l'expression en l'homme de la force universelle de l'évolution qui s'écoule vers Dieu, qui fait partie du grand cosmique de la création. Nous n'avons pas créé cette impulsion, nous ne l'avons pas fabriquée. Toute personne normale ressent ce besoin impérieux qui est derrière la chair mais pas de la chair. Cette impulsion interne qui nous pousse toujours en avant, même au prix de notre inconfort et de notre sacrifice, fait partie de chaque atome, car tous les atomes sont vivants et cette impulsion ascendante est en chacun d'eux. Elle se trouve dans le même instinct de l'abeille, de la fourmi et de toutes les formes de vie, des insectes et des animaux. C'est le même type d'impulsion qu'on trouve dans la graine enterrée hors de vue, qui pousse toujours vers le haut et vers l'extérieur de la terre, la poussant à se développer au maximum et à donner sa beauté et son parfum au monde. Elle est en chacun de nous, toujours nous poussant, nous incitant à une expression plus pleine et plus complète dans une vie plus grande et plus belle. Si ce n'était pas pour ce désir de monter. Ce mouvement vient de Dieu. Même l'univers s'effondrerait, l'inertie tout paralyserait si nous suivions cet appel, nous nous étendons, nous fleurissons dans la beauté et nous nous développons en fructification. Mais si nous le négligeons ou le dissipons, si nous l'obéissons à moitié, nous restons de simples plantes de brousse sans fleurs ni fructification.
Ce mystérieux élan intérieur ne nous permet jamais de nous reposer mais nous pousse toujours pour notre bien, car il n'y a pas de limite à la croissance humaine, pas d'ambition humaine satisfaisante. L'aspiration la plus élevée de l'homme, quand nous atteignons la hauteur qui semble si attrayante d'en bas, nous découvrons que notre nouvelle position est aussi insatisfaisante que la précédente et un appel perpétuel à monter plus haut continue de résonner dans nos oreilles. Un élan divin nous pousse constamment à atteindre notre idéal le plus élevé. La foi et l'idéal restent les leviers les plus puissants du progrès et du bonheur. As-tu jamais entendu parler d'un homme qui a travaillé toute sa vie fidèlement et individuellement vers un objectif et ne l'a pas du tout obtenu? Il a demandé si un homme aspire constamment, ne s'élève-t-il pas parfois? Un homme a essayé l'héroïsme, la magnanimité, la vérité, l'honnêteté, et a trouvé qu'il n'y avait aucun avantage à eux, que c'était un effort vain. L'aspiration se transforme finalement en inspiration et enrichit toute la vie. Lorsque l'habitude générale de toujours aspirer à monter et à escalader vers quelque chose de plus haut et de meilleur se formera, toutes les qualités indésirables et les mauvaises habitudes s'effaceront, mourront faute de nourriture. Seules les choses qui sont nourries grandissent dans notre nature. La manière la plus rapide de les éliminer est de couper leur aliment. Le désir de quelque chose de plus élevé et de supérieur est le meilleur antidote, le remède possible contre les tendances inférieures dont on souhaite se débarrasser. Chaque faible aspiration qui germe dans notre cœur est une graine céleste en nous qui grandira et s'épanouira dans une riche beauté, si seulement elle est nourrie et encouragée. Les meilleures choses ne grandissent ni dans le domaine matériel ni dans le mental sans soin et nourriture. Seules les mauvaises herbes, les buissons et les plantes nuisibles prospèrent facilement. Et la plupart des jeunes semblent penser que l'ambition est une qualité innée et qu'elle ne peut pas être matériellement changée, mais la plus grande ambition peut être matériellement endommagée de nombreuses manières différentes. L'habitude de procrastiner, de reporter les tâches difficiles pour choisir celles plus faciles, par exemple, nuira très sérieusement à l'ambition. Tout ce qui affecte les idéaux affecte l'ambition. L'ambition commence très tôt à nous appeler pour que nous la reconnaissions. Si nous n'écoutons pas sa voix, si elle ne reçoit pas de stimuli après avoir fait appel à nous pendant des années, elle cesse peu à peu de nous déranger, car comme toute autre qualité ou fonction non utilisée, elle se détériore ou disparaît lorsqu'elle n'est pas utilisée. Dieu chuchote à l'oreille de toute existence créée. Regardez vers le haut, chaque chose sensible dans l'univers semble essayer d'atteindre un niveau supérieur. Tout est en processus d'évolution et l'évolution est toujours vers le haut. La chenille devient un papillon, c'est la loi de l'évolution. Le papillon ne devient jamais une chenille à l'envers. Faites attention à ne pas vous décourager ou à ignorer cette voix intérieure qui vous ordonne d'avancer, car si vous le faites, elle deviendra de moins en moins insistante jusqu'à ce qu'elle cesse finalement d'apparaître. Et lorsque l'ambition sera morte, le déclin se sera installé. Cet appel intérieur à avancer, à pousser vers un bien supérieur, est la voix de Dieu. Écoutez-la, c'est votre meilleure amie et elle vous conduira vers la lumière et la joie. Chapitre 2, L'homme satisfait. F.W. Robertson a dit, « Celui qui est satisfait de ce qu'il fait a atteint son apogée. Il ne progressera plus. » Le destin de l'homme est d'être toujours insatisfait. L'une des choses les plus tristes de la vie est de voir comment des hommes et des femmes qui ont commencé avec de grands espoirs et des ambitions fières se retrouvent dans des positions médiocres, moyennement satisfaits, seulement pour gagner leur vie, pour avancer avec indifférence. Oh, quelle tragédie se contenter de la médiocrité. Atteindre un état où l'on est indifferent aux plus grandes et meilleures choses de la vie. Quand tu es satisfait de la vie que tu mènes, du travail que tu fais, de la pensée que tu as, des rêves que tu rêves, satisfait du caractère que tu construis et de tes idéaux, sois sûr que tu commences déjà à te détériorer. Il y a peu d'espoir pour l'homme qui est satisfait de lui-même, qui ne connaît pas le noble mécontentement qui fait que le gland devient un chêne. L'ambition de l'homme pour s'améliorer chaque jour, quelque part, afin d'aller un peu plus loin et un peu plus haut que la veille, une passion insatiable pour améliorer les choses sur toute la ligne, voilà le secret du progrès humain. Tu réalises, mon jeune ami, que si la motivation était suffisamment grande, si tu avais un incitatif vraiment exceptionnel, tu pourrais matériellement améliorer ce que tu considères actuellement comme ton meilleur effort en tant qu'employé. Tu pourrais penser que tu fais de ton mieux, que tu es consciencieux, loyal, vrai et travailleur. Cependant,
Si on te proposait un grand prix pour porter ton travail à un niveau supérieur au cours des 70 prochains jours, tu ne te reposerais pas avant d'avoir considérablement amélioré ce que tu considères actuellement comme ton meilleur travail. Ne penses-tu pas que tu serais fier de surpasser ce que tu fais actuellement? Si ton nom était sur la porte en tant que propriétaire au lieu du nom de l'entreprise pour laquelle tu travailles, ne crois-tu pas que tu pourrais augmenter ta performance de 50%? Ne crois-tu pas que tu trouverais un moyen d'y parvenir? Ne serais-tu pas un peu plus ambitieux, que tu utiliserais mieux ton temps, que tu ferais preuve de plus d'ingéniosité et d'efficacité? Crois-tu vraiment que tu continuerais à avancer de la même manière, tiède, en pensant davantage à ton salaire qu'à ta chance d'absorber les secrets du succès de ton employeur? Crois-tu que tu resterais là sans protester, en voyant la marchandise endommagée ou gaspillée alors que tu pourrais l'arrêter, ou que tu serais aussi négligent pour commettre autant d'erreurs toi-même? Ne crois-tu pas que le prix à gagner te rendrait un peu plus intéressé par ce que tu fais maintenant? En outre, cela te rendrait-il un peu plus vigilant et désireux de voir réussir l'entreprise? C'est un spectacle déplorable de voir tant de jeunes hommes et femmes apparemment satisfaits d'eux-mêmes et de ce qu'ils font, sans grand désir ni désir insatiable pour quelque chose de plus grand et de supérieur. Il y a une foule considérable d'employés capables qui se contentent de peiner dans la médiocrité au lieu de s'élever aux hauteurs où leur capacité les mènerait naturellement. J'ai un ami qui a un esprit bien supérieur à celui de l'homme pour qui il travaille, et pourtant pendant de nombreuses années, il a eu un salaire ordinaire. Il n'a jamais pris de responsabilité, prend la vie tranquillement, et chaque fois que j'ai essayé de l'encourager à se lancer dans ses propres affaires pour lui montrer à quel point il est supérieur à l'homme pour qui il travaille, il répond toujours: « Pourquoi devrais-je me donner plus de mal ou prendre plus de responsabilités? Je n'ai à considérer personne d'autre que moi-même. J'aime m'amuser et je ne veux pas avoir le souci, le soin et l'anxiété de diriger une entreprise. Bien que je sache parfaitement que je pourrais le faire si je le voulais, bien sûr. Plus un homme atteint de hauts sommets dans le monde, plus grande est sa responsabilité. Mais pense à la satisfaction qui vient de la conscience d'avoir pleinement utilisé ses talents, de n'en avoir enterré aucun. La satisfaction qui vient du sentiment d'avoir fait le bien, d'avoir livré son message au monde comme un homme, d'avoir accompli sa mission, d'avoir pleinement exploité les ressources et les opportunités qui lui ont été offertes. Le sentiment de ne pas avoir de regrets, d'avoir donné le meilleur de soi-même, compense largement tout effort supplémentaire et toute responsabilité accrue. Nous avons tendance à devenir comme nos aspirations. Si nous aspirons et nous efforçons constamment vers quelque chose de meilleur, de plus élevé et de plus noble, nous ne pourrons pas nous empêcher de nous élargir et de nous améliorer. L'ambition qui prédomine dans l'esprit tend à se manifester dans la vie. Si cette ambition est basse et animale, nous développerons ces qualités, car notre vie suit nos idéaux. La civilisation a réalisé ses plus grands progrès sous l'impulsion des besoins, sous la direction d'une grande ambition pour satisfaire les aspirations du cœur pour des choses meilleures. Nous accomplissons notre meilleur travail tout en essayant désespérément de faire correspondre nos rêves à la réalité. La lutte de l'homme pour s'élever un peu plus, pour atteindre une position plus confortable, pour assurer une meilleure éducation, un foyer amélioré, pour acquérir un peu plus de culture et de raffinement, pour posséder ce pouvoir qui vient d'être dans une position d'influence plus large et plus étendue à travers l'acquisition de biens, tout cela a développé le caractère et la résistance de nos plus nobles types d'hommes jusqu'à aujourd'hui. Cette tendance vitale ascendante fait que les autres ont confiance en nous lorsque nous avons atteint un petit succès, lorsque nous avons reçu un respectueux applaudissement public. Combien d'entre nous pensent que nous devrions relâcher nos efforts et avant même de nous en rendre compte, notre ambition a disparu et notre énergie s'est évaporée. Une sorte de léthargie s'empare de nous et nous endort dans l'inanition. Les premiers succès, surtout les premiers, agissent pour beaucoup comme une opération qui nous envahit d'inertie, que seule une ambition insatisfaite et déterminée peut surmonter. Il faut plus de courage et une volonté plus forte pour nous obliger à donner le meilleur de nous-mêmes. Après avoir clairement démontré que nous avons la capacité de mener à bien ce que nous entreprenons pour atteindre le premier succès, l'un des plus grands ennemis de l'ambition est l'inertie personnelle, et c'est l'une des choses les plus difficiles à surmonter. La tentation de glisser vers la voie de moindre résistance, de se placer dans une position confortable et de prendre les choses avec calme, est si forte que beaucoup la laissent dominer. L'ambition n'est pas suffisamment persistante ni assez intense pour les embarrasser,
les sortir de leur inertie ou les pousser vers des objectifs plus grands. La médiocrité est souvent une récompense pour la paresse. Comme le dit le poète, celui qui veut atteindre les sommets sublimes ou respirer l'air le plus pur de la vie ne doit pas s'attendre à se reposer tranquillement. Il doit simplement se préparer au travail ou à la lutte. L'un des problèmes les plus décourageants au monde est d'essayer d'aider ceux qui n'ont pas d'ambition, ceux qui sont moyennement satisfaits, ceux qui n'ont pas assez de mécontentement dans leur nature pour les pousser, assez d'initiative pour commencer les choses, et assez de persistance pour continuer. Si un jeune semble satisfait de dériver de manière monotone, satisfait de ses réalisations sans se soucier du fait qu'il n'a utilisé qu'une toute petite partie de lui-même, un pourcentage très minime de sa capacité réelle, et que ses énergies sont gaspillées de toutes sortes de manières, il n'y a pas grand-chose à faire avec lui s'il manque d'ambition, de vie, d'énergie et de vigueur. S'il est prêt à suivre la voie de moindre résistance et à faire le moins d'efforts possible, il n'y a rien sur quoi construire. Le jeune qui refuse de se contenter de ce qu'il fait et qui s'efforce de se surpasser chaque jour, qui lutte pour exprimer l'idéal, pour réaliser le possible en lui, c'est lui qui gagne. L'activité est la loi de la croissance, l'effort est le seul moyen de s'améliorer. Chaque fois que les hommes ont obéi à leur nature inférieure et ont cessé de lutter pour améliorer leurs conditions, ils ont régressé physiquement, mentalement et moralement. En revanche, dans la mesure où ils ont sincèrement et sans relâche cherché à améliorer leur situation, ils ont développé un type humain plus grand et plus noble. Lorsqu'on a demandé à un homme considéré comme l'employé le mieux payé des États-Unis de révéler le secret de son succès, il a répondu « Je n'ai pas connu de succès. Aucun homme véritablement grand n'a de succès. Il y a toujours un objectif plus grand devant lui. L'homme petit est celui qui réussit à ses propres yeux. » Les hommes vraiment grands ne parviennent jamais à leur objectif car ils repoussent constamment leur horizon de plus en plus loin, acquérant ainsi une vision et une perspective plus grandes. Leur ambition grandit avec leur réalisation. Si tu reçois un salaire juste dans un poste médiocre, tu cours le risque de t'hypnotiser en croyant qu'il n'est pas nécessaire de te forcer davantage pour atteindre plus haut. Il y a un danger à limiter ton ambition de manière à te contenter de l'accent grave peu près, à devenir un employé de bureau perpétuel alors que tu as la capacité de faire beaucoup mieux. Cette satisfaction avec le moins, alors que le plus est possible, résulte souvent du fait que des membres de la famille ou des amis te disent que tu fais bien et qu'il vaut mieux arrêter de te battre. Ces conseillers disent « Ne prends pas de risques, c'est sûr que tu n'as pas un salaire très élevé, mais c'est quelque chose de sûr. Si tu démissionnes avec l'espoir d'obtenir mieux, cela pourrait même te porter préjudice. » Ne laisse personne ni aucune condition te faire croire que tu n'as pas la capacité de réaliser tes aspirations. Enveloppé dans chaque être humain, il y a des énergies qui, si elles sont déployées, concentrées et accordées l'attention nécessaire, développeront leur plus haut niveau. Nos aspirations sont des principes créatifs, des prophéties indiquant des pouvoirs égaux à la tâche réelle. Ces pouvoirs latents ne sont pas donnés pour nous moquer de nous. Il n'y a pas d'ordre scellé enfoui dans le cerveau sans la capacité qui les accompagne pour les exécuter. Lorsque tu te vois tel que ton Créateur t'a destiné à être, avec toutes tes possibilités latentes développées en réalité, lorsque tu te vois comme l'homme magnifique que tu es, il est impossible que quoi que ce soit tout qui que ce soit puisse t'empêcher d'atteindre ton ambition. Seul l'homme qui a cessé de croître est satisfait de ses réalisations. L'homme qui grandit ressent un grand manque de plénitude, de totalité. Tout en lui semble inachevé parce qu'il est en pleine croissance. L'homme en expansion est toujours insatisfait de ses réalisations, toujours à la recherche de quelque chose de plus grand, plus complet. Chapitre 3. Influence de l'environnement. L'environnement a une grande influence sur l'ambition et les réalisations de l'homme. Cela peut faire toute la différence pour toi, mon ami, entre le succès et la médiocrité. Il est crucial d'être dans un environnement favorable et de rester près de personnes qui t'inspirent et t'encouragent, qui te communiquent l'enthousiasme par leur exemple. Ou si tu es entouré de conditions discordantes et que tu t'associes à des personnes qui ont un effet opposé sur toi, nous ne pouvons pas être en relation avec une personne réellement ambitieuse sans être contaminés par son esprit, plus ou moins. Inconsciemment, nous reflétons les personnes avec lesquelles nous avons des relations étroites, leur marque reste en nous. Nous pouvons ne pas être capables de la voir, mais d'autres personnes peuvent la détecter. Parfois,
Nos écoles indiennes publient côte à côte des photographies de jeunes Indiens tels qu'ils arrivent de la réserve et tels qu'ils apparaissent lorsqu'ils sont. Qu'est-ce qui fait aimer la rentrée à vos enfants? C'est qu'ils peuvent se la raconter auprès des copains avec leur nouveau sac à dos, à défaut de se la raconter auprès des parents avec les notes qu'ils vous ramènent. Ici, ce qui allait leur faire adorer la rentrée, c'était le sac à dos qu'on a sélectionné chez Decathlon. Cette semaine, le sac à dos Adidas disponible en 3 couleurs est à 19 € au lieu de 32, soit 40% de réduction. Et cette année, Decathlon baisse ses prix sur une sélection de produits, à découvrir en magasin et sur decathlon.fr. Diplômés, bien habillés, intelligents, avec le feu de l'ambition dans les yeux. Nous leur prédisons de grandes choses, mais la plupart de ceux qui retournent dans leur tribu après avoir lutté un certain temps pour maintenir leur nouveau niveau reviennent progressivement à leur ancien mode de vie. Il y a bien sûr de nombreuses exceptions remarquables, mais celles-ci sont des caractères exceptionnellement forts, capables de résister aux tendances déclinantes qui les entourent. Si l'on interroge le grand armée des échecs, on constate que de nombreuses personnes ont échoué parce qu'elles n'ont jamais évolué dans un environnement stimulant et encourageant, et que leur ambition n'a jamais été éveillée, ou parce qu'elles n'étaient pas assez fortes pour se remettre d'environnements déprimants, décourageants ou viciés. Combien de fois voyons-nous des hommes et des femmes dotés de facultés intellectuelles splendides, avec un physique robuste, apparemment équipés pour de grandes carrières, et pourtant menant des vies très ordinaires, s'enlisant dans la médiocrité? Cela peut être dû au fait qu'ils ne se sont jamais éveillés et qu'ils sont totalement ignorants de leur pouvoir. Peut-être qu'ils ne se sont jamais regardés dans le miroir des autres qui ont réussi dans leur domaine et n'ont jamais entrevu leurs propres possibilités. Quoi que tu fasses dans la vie, fais tous les sacrifices nécessaires pour maintenir un environnement qui éveille l'ambition, un environnement qui encourage le développement personnel. Reste proche de personnes qui te comprennent, qui croient en toi, qui t'aident à te découvrir toi-même et qui t'encouragent à tirer le meilleur parti de ta vie. Choisis des compagnons et des amis qui partagent ton ambition, qui te soutiennent moralement et t'encouragent à réaliser ce dont tu es capable. Quelques amis peuvent ainsi faire la différence entre un grand succès et une existence médiocre. New Psalms 2 de Diamonds Brutes. Notre environment put polaron, duo u vink facets. Certains ne sont jamais mis en contact avec la meule qui révèle une facette et laisse entrer la lumière pour révéler les merveilles cachées. Beaucoup restent enfouis comme des diamants bruts, bien qu'ils renferment un grand éclat et une énorme valeur comparativement. Peu de diamants humains sont polis si complètement qu'ils révèlent tous leurs trésors cachés. Pourtant, combien de petites choses peuvent parfois révéler à l'homme ce qu'il est, la vision d'une devise, l'écoute d'un sermon, d'un discours, la lecture d'une histoire de vie inspirante ou d'un livre qui éveille l'ambition, la conversation encourageante d'un ami qui croit en nous et voit en nous quelque chose que nous ne savions pas exister. Je connais des hommes qui semblaient avoir perdu leur ambition, qui étaient littéralement abattus, mais qui, grâce à la lecture d'un livre inspirant ou à l'écoute d'un sermon stimulant, ont complètement réveillé leurs possibilités, même dans un environnement extrêmement décourageant, et se sont transformés si radicalement en quelques mois qu'ils ne semblaient plus être les mêmes individus. Les discours de Wendell Phillips, Western et Henry Clay ont allumé un feu chez de nombreux jeunes ambitieux qui n'a jamais été éteint, mais est devenu un phare dans l'histoire des États-Unis. Nous savons tous que les sociétés et clubs de débat du passé ont éveillé l'ambition de nombreux jeunes au début de notre pays, ce qui n'aurait jamais été entendu en dehors de leur petite communauté sans l'influence stimulante de ces débats. Pour le garçon qui a grandi dans une ferme à la campagne, son ambition est souvent éveillée pour la première fois lorsqu'il se rend en ville. Pour lui, la métropole est une foire mondiale colossale où sont exposées les réalisations du monde entier. L'esprit progressiste qui imprègne la ville est comme une grande décharge électrique pour lui, réveillant toutes ses énergies latentes. Il appelle à ses réserves tout ce qu'il voit, il voit une invitation à avancer. Son environnement urbain lui rappelle constamment ce que d'autres ont accompli. Des exploits monumentaux de l'ingénierie, les grandes usines et bureaux, les vastes affaires, tous de grands témoignages des réalisations humaines, et cela stimule son ambition de faire quelque chose de grand lui-même. L'ambition est contagieuse. Lorsqu'un homme rencontre d'autres personnes au restaurant, dans un club ou dans d'autres contextes sociaux et entend parler de leurs grands succès, de leurs plus grandes réalisations, immédiatement il se dit « Pourquoi ne pourrais-je pas le faire ? Pourquoi ne le fais-je pas ?» Et si cela a une importance pour lui, il se dit probablement « Je le ferai ». Ensuite, il retourne à ses affaires avec une nouvelle détermination,
peut-être de nouvelles idées et de nouvelles perspectives sur les possibilités de son propre succès. J'ai connu de jeunes entrepreneurs dans les zones rurales qui n'avaient pas connu de succès particulier mais qui ont été énormément stimulés dans leur ambition en visitant de plus grandes entreprises dans la même ligne de métier en ville. Les plus grands succès ont touché leur fierté et ils sont rentrés chez eux pour renforcer et construire davantage. La même chose se produit dans la vie professionnelle. Le jeune médecin de campagne visite un hôpital en ville, assiste à des cliniques chirurgicales menées par des chirurgiens renommés, et rentre chez lui avec une ambition ravivée, prenant la ferme résolution de redoubler d'efforts pour se faire un nom dans sa propre profession. Les hommes d'affaires dans les petites villes, où ils n'ont pas de concurrence et entrent rarement en contact avec ceux qui réussissent dans leur domaine, courent le risque constant de tomber dans la routine. Leur ambition s'émousse inconsciemment, l'énergie de leurs efforts diminue et ils prennent les choses avec plus de calme, trottinant de la même manière année après année. Avant même qu'ils ne s'en rendent compte, la stagnation s'installe dans leurs affaires. Il est beaucoup plus facile de maintenir l'intérêt et l'enthousiasme pour faire des choses qui en valent la peine lorsque nous sommes en contact avec des personnes ambitieuses, celles qui avancent de toutes leurs forces, peut-être en travaillant avec de grandes difficultés. Une des choses malheureuses des petites villes et des régions rurales est le manque de stimulation pour l'ambition. Beaucoup de gens vivant dans des districts ruraux éloignés ne sont pas confrontés à des normes avec lesquelles ils peuvent mesurer et comparer leurs propres capacités. Ils mènent une vie tranquille, sans heurts. Il y a peu dans leur environnement qui éveille les facultés qui ne sont pas actives dans leur vocation. Si vous avez l'ambition de progresser, vous apprendrez quelques leçons magnifiques en étudiant les qualités de ceux qui ont réussi dans votre domaine d'ambition. Vous découvrirez qu'une caractéristique du gagnant est qu'il est toujours concentré sur le thème de sa vie, toujours en route vers l'objectif de son ambition, toujours en train de planifier la réalisation de ses rêves. Il parle et agit dans cette même direction. Toute sa vie est absorbée par son thème, droit, médecine, ingénierie ou fabrication. En maintenant son esprit dans une condition positive et créative, il stimule constamment son image mentale pour attirer ce qu'il étudie. Si c'est le droit qu'il étudie, il pense au droit, s'imaginant plaider devant un tribunal ou donnant des conseils dans son bureau. Il devient un aimant pour le droit, attirant cette réalité vers lui. Je connais un homme qui affirme qu'il ne risquera pas la démoralisation et le déclin qui surviendraient dans sa nature en s'associant à des perdants habituels. Il n'a rien à voir avec ces personnes et évite de faire des affaires avec elles. Il dit que, même s'il proteste beaucoup contre cela, il est inconsciemment influencé par elles. Il est indéniable qu'il y a beaucoup de vérité là-dedans. New Psalms affects in consignment par l'atmosphère que nous entoure. Les semblables attirent les semblables. Les gens qui réussissent attirent les gens qui réussissent, l'échec attire l'échec, la malchance attire la malchance, les personnes négligées attirent d'autres personnes du même genre. Les oiseaux de même plume volent ensemble, les échecs se regroupent, les succès se regroupent naturellement. Partout, nous voyons des jeunes qui ont commencé avec de brillantes perspectives en sortant de l'université. Leurs amis leur prédisaient de grandes choses. Mais d'une manière ou d'une autre, l'enthousiasme de leur jour d'école ou d'université s'est rapidement dissipé. Les perspectives brillantes qu'ils ont reçues de leur environnement scolaire, la contagion de l'esprit ambitieux qui les entourait semblait alors multiplier leurs perspectives, amplifier leurs capacités et raviver leur ambition à tel point qu'ils pensaient vraiment qu'il allait accomplir quelque chose dans le monde. Mais après s'être éloignés des institutions qui les stimulaient, ils ont graduellement perdu leur enthousiasme, leur ambition a diminué, leurs idéaux ont changé avec leur environnement, leurs rêves se sont peu à peu estompés et ils se sont résignés à la médiocrité ou à un échec inévitable. Il n'y a pas d'environnement si défavorable, si décourageant, aucune situation si décourageante qu'un jeune fait du bon matériau ne puisse changer. Lincoln, Benjamin Franklin, Fred Douglass, John Wanamaker, Marshall Field et des milliers d'autres jeunes Américains se sont retrouvés au milieu de l'environnement le plus décourageant, mais ils ont créé un nouvel environnement pour eux-mêmes. Il est possible que vous fassiez de même. Le grand problème pour la plupart d'entre nous est que nous ne nous éveillons jamais, nous ne nous découvrons jamais avant tard dans la vie, souvent trop tard pour faire beaucoup avec ce qui reste. Il est très important que nous nous réveillions à nos possibilités lorsque nous sommes jeunes afin de pouvoir surmonter l'environnement le plus défavorable et obtenir le maximum d'efficacité de nos vies. Chapitre 4. Ambition indigne.
Il y a des dizaines de personnes dans nos grandes villes qui ne vivent pas vraiment, elles existent simplement. Elles sont esclaves d'une ambition morbide et d'une cupidité devenue monstrueuse. Beaucoup de ces personnes ont très peu de confort. Elles sont toujours anxieuses pour maintenir les apparences, pour habiter des maisons dans des quartiers où elles ne peuvent pas se permettre de vivre, pour posséder des voitures alors qu'elles peuvent à peine se permettre un vélo, pour porter des vêtements et des bijoux au-delà de leurs moyens. Elles vivent constamment préoccupées par cela, tuant leur véritable confort et plaisir à travers l'épuisement, la tension et le stress. Et tout cela pour rien de réel ou de permanent, rien qui n'ajoute à leur caractère ou à leur bien-être. Ces personnes ont parfaitement maîtrisé l'art de faire croire aux autres qu'elles sont meilleures qu'elles ne le sont réellement, qu'elles ont plus d'importance qu'elles n'en ont réellement, qu'elles sont plus influentes dans le monde qu'elles ne le sont vraiment. En d'autres termes, elles deviennent de tristes esclaves des apparences aux yeux des autres, naviguant dans la vie sans faire ce qu'elles devraient faire pour leur bien-être et leur croissance. Leurs vies sont superficielles parce qu'elles n'interagissent pas avec la réalité. Tout en elles est trompeur, elles vivent des vies masquées. Peu de gens les connaissent vraiment telles qu'elles sont. Ils ne les connaissent que telles qu'elles prétendent être. Quoi qu'il en soit, que retirent ces personnes de la vie, toujours à poursuivre des ombres. Leur ambition rappelle celle d'un oiseau dont l'appétit vorace ne peut jamais être satisfait. Grandit avec ce qu'il mange, et plus il mange, plus vorace devient son appétit. Malheur à celui qui se laisse emporter par une fausse ambition et la suit aveuglément. Il espère que cela lui apportera la paix une fois qu'il sera satisfait, mais malheureusement, jamais elle ne l'est. C'est comme l'eau dans le conte ensorcelé, plus la victime en boit, plus grande est sa soif ardente. Une telle ambition fatale ruinera sûrement celui qui la poursuit aveuglément. Elle ruinera sa santé et lui volera tout ce qu'il y a de plus cher et de plus doux dans la vie. Il y a beaucoup de gens dans ce pays qui se sont suicidés en bas âge simplement parce qu'ils étaient esclaves d'une ambition démesurée. Une des phases les plus pathétiques de notre civilisation est que des hommes et des femmes, affaiblis par une mauvaise santé due à un excès de travail, sont poussés par une ambition diabolique au-delà de leurs forces. Leur fierté et leur vanité leur disent qu'il n'est pas bon de ralentir, qu'ils doivent suivre le rythme de leurs voisins. Aujourd'hui, ceux qui ne maintiennent pas les apparences ne sont personne. Nous devons continuer, peu importe comment nous nous sentons, nous devons gagner plus d'argent, montrer plus de preuves de notre prospérité, donner une meilleure image, sinon la société supposera que nous n'avons pas réussi, que nous n'avons pas la capacité de faire ce que les gens pensaient que nous ferions. Peu importe comment nous nous sentons, nous devons continuer à pousser, à avancer à pleine vapeur, à prendre des stimulants et des drogues si nécessaire. Il est absolument essentiel de continuer à pousser. Oh, quel folie le font notre furt et notre vanite. Surtout lorsque nous n'y sommes pas en mesure de suivre le rythme. Lorsque nous devrions ralentir, c'est positivement perverse de pousser encore plus fort. Combien de personnes sont conduites à la tombe par le fouet d'une hypothèque sur une ferme, sur une maison, ou sur leur entreprise, simplement pour satisfaire une ambition trop vorace à un moment donné. La dette a rendu misérable plus de gens, ruiné la paix mentale de plus d'êtres humains, le confort et le bonheur de plus de foyers que presque toute autre chose dans l'univers. Il est terrible de s'endetter tellement envers les autres que nous devons nous transformer en esclaves. Il est bien meilleur de vivre simplement, de lutter dans la pauvreté jusqu'à ce que nous puissions améliorer notre situation plutôt que de nous engager dans des dettes, de nous vendre à une hypothèque ou à une facture. Il est si facile d'emprunter de l'argent, de donner une reconnaissance de dette ou de consentir à une hypothèque. À ce moment-là, nous croyons pouvoir rembourser correctement. Mais personne ne peut être sûr que les choses iront bien. Personne ne sait ce que l'avenir peut apporter, personne ne sait si la santé et les forces resteront, ou à quel moment on pourrait devenir physiquement ou mentalement incapable. La seule véritable mesure du succès réel est la qualité de l'ambition. Si l'appât du gain domine trop dans cette ambition, si sa qualité est grossière, le succès sera bon marché, peu importe sa grandeur en quantité. Il est lamentable que beaucoup de nos jeunes commencent leur vie avec un seul objectif, gagner de l'argent. Cela devient le but principal de leur existence et la façon dont ils voient les choses. Tout le reste est vu comme secondaire. Ils ne considèrent pas la possibilité de construire une vie basée sur la construction du caractère, ils sont obsédés seulement par l'argent. C'est le thème qui absorbe tout, partout. L'objectif que nous avons en tête modèle notre vie et se reflète dans tout ce que nous faisons.
Pensez donc à l'influence que peut avoir le fait de diriger toutes nos facultés, de concentrer toutes nos énergies sur l'objectif de faire de l'argent. Quel impact cela doit-il avoir sur la façon dont ils déforment, tordent et arrachent de leur orbite naturelle les sentiments les plus délicats, les facultés les plus fines, lorsque tout temps nous regarde vers l'argent, et que notre regard est constamment fixé sur le dollar et ce qu'il apportera. Quel doit être le ravage, la tragédie, les dommages fatals dans les affections, les amitiés et les facultés sociales, lorsque les sentiments se refroidissent et les amitiés s'étouffent. Que reste-t-il chez l'homme sinon des qualités monstrueuses et brutales? C'est pourquoi un jeune qui commence avec des aspirations nobles, avec des sensibilités fines et des affections sensibles, souvent s'endurcit dans sa carrière d'affaires. Sa sensibilité fine et ses facultés délicates s'atrophient par désuétude, tandis que se développent en excès les facultés cupides et égoïstes, par la manie moderne du tout-puissant dollar. La transformation est si insidieuse qu'on ne s'en rend pas compte jusqu'à ce qu'on se retrouve abaissé à des machinations, des conspirations et une astuce dissimulée qui aurait choqué quelques années auparavant. Lorsqu'un homme se trouve sous le pouvoir du monstre égoïste, avide et cupide qui réside en lui. Celui qu'on a nourri et soigné pendant si longtemps et qui est devenu un géant est presque impossible à arracher, et souvent il devient l'esclave de la même chose qu'il méprisait et détestait auparavant. C'est toujours ce qui est au-dessus de l'ambition de l'objectif dominant qui façonne le plus la vie. Lorsqu'un homme a poursuivi pendant des années un objectif qui tend à assécher le meilleur de son être intérieur, lorsqu'il a utilisé toutes ses forces vitales, toute son énergie pour nourrir cette ambition indigne jusqu'à ce qu'elle devienne un monstre qui le contrôle, c'est une créature lamentable. Il n'y a pas de spectacle plus angoissant au monde que celui de quelqu'un qui est complètement pris dans les griffes d'une cupidité impitoyable et avide, dépouillé par l'ambition morbide qui s'est emparée de lui, où il poursuit follement le dollar, poursuivi lui-même jusqu'à ce qu'il soit sourd à tous les appels de son être le plus subtil et ait perdu tout goût pour ce qu'il appréciait auparavant. Beaucoup de gens semblent penser que s'ils étaient seulement dans un environnement idéal, libres de préoccupations ou d'anxiété concernant les problèmes de la vie, s'ils étaient libres de douleurs et en bonne santé vigoureuse, ils seraient parfaitement heureux. En réalité, nous ne sommes pas à moitié aussi dépendants de notre environnement ou des circonstances pour être heureux que nous l'imaginons parfois. La fausse ambition, l'envie et la jalousie sont responsables d'une grande partie de notre malaise, de notre inquiétude et de notre mécontentement. Nos esprits sont tellement concentrés sur ce que les autres ont et font que nous n'avons pas une fraction du plaisir et de la satisfaction que notre propre travail et nos propres possessions devraient nous procurer. L'ambition démesurée, le désir de surpasser les autres, la manie de sauvegarder les apparences à tout prix, que nous le puissions ou non, tout cela alimente l'égoïsme, cet acide corrosif qui ronge notre capacité à jouir pleinement et détruit les sources mêmes du bonheur. L'ambition vorace de surpasser les autres dans l'accumulation d'argent, d'éclipser les autres socialement, développe une disposition sordide et avide qui est la ruine du bonheur. Aucun homme développant l'avarice en lui ne peut espérer être heureux. Ni la satisfaction, ni la sérénité, ni l'affection, ni aucun autre membre de la famille du bonheur ne peuvent exister en présence de la cupidité ou d'une ambition démesurée et égoïste. Nous avons eu quelques exemples remarquables de politiciens aspirants qui ont placé leur ambition personnelle au-dessus de leur devoir envers leur patron et leur pays. À maintes reprises, l'un ou l'autre des grands partis politiques a été sur le point d'être ruiné par un homme qui a placé son ambition personnelle avant même le bien-être de son pays. Dans tous les cas, il est dangereux de placer la vision personnelle au-dessus du devoir, mais cela l'est particulièrement pour un politicien ou un homme d'État, et cela devient doublement dangereux s'il possède de grandes qualités magnétiques. Nous ne savons pas toujours où nous mènera la poursuite de l'appel de l'ambition, mais nous savons que rester fidèle à l'ambition et faire de notre mieux pour la suivre dans son état normal et sain, non perverti par l'égoïsme, l'amour du confort ou de l'autogratification, nous conduira à notre meilleur et plus grand bien-être. Lorsque nous suivons notre ambition dans une position nous permettant de lui donner la plus grande et la plus libre expression, cela nous conduit à l'auto-expression la plus élevée dont nous sommes capables et nous procure la plus grande satisfaction. Nous savons aussi que lorsque notre ambition est pervertie à des fins viles, notre vie se tord. Lorsque nous trahissons la voie intérieure supérieure, nous sommes mécontents, malheureux, inefficaces et notre vie est inefficace. Lorsqu'un homme devient tellement obsédé par la manie de la richesse, de la position,
de la gloire ou de la notoriété, concentrant toute sa famille, toutes ses facultés et énergies vers un idéal faux, une fin égoïste et étroite, il ne développe qu'une petite partie de lui-même et devient très limité. Celui qui vit vraiment est celui qui touche la vie en de nombreux points grands et élevés. Ne commence pas la vie avec un faux standard. Un véritable grand homme fait paraître si mesquins et pauvres les postes officiels, l'argent, les maisons et les propriétés qu'il donne envie de s'enfoncer avec nos lauriers bon marché et notre or Maldonado. Chapitre 5. L'ambition ne connaît pas de limite d'âge. Qu'est-il advenu de cette détermination élevée de ta jeunesse? Qu'est-il arrivé à cette force intérieure qui t'empêchait de te reposer, qui te volait le sommeil, qui te poussait sans cesse, qui te bombardait de visions des grandes et merveilleuses choses que tu allais accomplir dans le futur? Une des caractéristiques de la vieillesse est le refroidissement du feu de l'ambition. Pendant qu'il brûle avec force, tant que tu te sens aussi anxieux et déterminé que dans tes jeunes jours pour donner le meilleur de toi-même, pour te lever et continuer dans le monde, pour continuer à croître, à continuer à t'améliorer, tu n'es pas vieux. Tes années peuvent discuter cela, mais tant qu'un homme aspire à grandir, tant qu'il désire ardemment et lutte pour s'améliorer au mieux, il n'est pas vieux. Lorsque nous approchons de l'âge, il y a toujours une forte tentation de croire que nous avons le droit de nous relâcher un peu, de prendre les choses plus calmement, de nous débarrasser du plus lourd des travaux. Nous avons de moins en moins envie de lutter ardemment pour atteindre ce que caractérise notre jeunesse. Le grand danger à ce moment-là est que si nous cédons un peu dans nos efforts, notre ambition diminuera et tous nos niveaux de vie baisseront. Beaucoup de gens, moins pointilleux, moins exigeants en vieillissant qu'ils ne l'étaient dans leur jeunesse, trouvent beaucoup plus facile de glisser doucement, de ne pas se soucier de leur apparence personnelle, hypnotisés en se disant « Eh bien, cela n'a pas beaucoup d'importance maintenant que je ne suis plus jeune. » Une des choses les plus difficiles que l'on soit appelé à faire avec les années est d'empêcher que son ambition ne meure, que ses idéaux restent clairs et purs, que l'intérêt pour son travail ne stagne. Le secret pour maintenir une ambition fraîche et brillante réside dans le maintien de l'intérêt. L'artiste qui aime son travail, peu importe son âge, ne perd jamais son enthousiasme. En vieillissant, il se tourne vers sa toile avec tout l'intérêt et la passion de sa jeunesse. Beaucoup d'hommes et de femmes vieillissent par pure paresse, inertie mentale, indifférence. Ils ne sont vivants qu'à moitié, pas prêts à prendre la peine de payer le prix d'une jeunesse perpétuelle pour que leur ambition ne reste pas en arrière. Certaines personnes semblent croire que l'ambition de faire une chose spécifique dans la vie est une qualité constante qui restera avec elles. Ce n'est pas le cas. Un des premiers symptômes de l'âge et du déclin dans notre travail est le ralentissement progressif et inconscient. Résumé, le rétrécissement de sa propre ambition n'est pas une qualité dans nos vies qui demande une surveillance plus attentive et un effort constant que notre ambition, surtout lorsque nous avançons en âge et que nous ne nous maintenons pas dans une atmosphère qui tend à nous éveiller aux possibilités de la vie. Sans le réaliser, nous devenons facilement victimes de la tendance humaine à prendre les choses facilement, à ne pas se pousser trop fort. Quelle que soit notre ambition élevée de jeunesse, il est très facile de la laisser diminuer avec les années, de permettre à notre niveau d'exigence de baisser. Au moment où nous cessons de nous surveiller nous-mêmes, nous commençons à nous détériorer, tout comme un enfant lorsque sa mère cesse de lui accorder une attention stricte et le laisse faire ce qu'il veut. La tendance de la majorité à chaque âge de l'existence est de choisir la voie de moindre résistance, de prendre le chemin le plus facile. L'instinct d'ascension de la race est continuellement en lutte avec la nature inférieure qui voudrait la tirer vers le bas. Même les êtres les plus nobles ne sont pas exempts de la lutte du supérieur avec l'inférieur, qui se livre incessamment dans toute la nature. C'est le triomphe sur l'inférieur qui maintient la race en ascension. Il n'y a pas de spectacle plus lamentable au monde que celui d'une personne dont l'ambition est morte, un homme qui a refusé à plusieurs reprises cette voix intérieure qui l'appelle à se lever et à avancer, un homme dont le feu de l'ambition s'est éteint faute de carburant. Il y a toujours de l'espoir pour une personne, aussi mauvaise soit-elle, tant que son ambition est vivante. Mais quand celle-ci disparaît, le grand stimulant de la vie, le motif moteur, a disparu. Il faut une grande quantité et une variété d'aliments pour maintenir une ambition vigoureuse. À moins qu'elle ne soit bien fortifiée, elle n'arrive à rien. Pour être efficace, elle doit être soutenue par une volonté robuste, une résolution sévère, une énergie physique et un grand pouvoir de résistance.
L'habitude de surveiller constamment son ambition et de la maintenir vivante est absolument impérative pour ceux qui veulent éviter le déclin. Tout dépend de l'ambition. Si nous vivions et réfléchissions de manière plus scientifique, il n'y aurait pas de chute des normes, d'émoussement des idéaux et de déception dans nos efforts. Avec les années, quelle que soit notre ambition, rien d'autre ne peut être aussi précieux pour la plupart d'entre nous que la vie, et nous voulons que cette vie soit la meilleure possible. Toute personne normale redoute de voir les marques du vieillissement, les symptômes de la décrépitude, et souhaite rester fraîche, prospère et robuste le plus longtemps possible. Cependant, la plupart des gens ne prennent pas de précautions sensées pour préserver leur jeunesse et leur vitalité. Ils enfreignent les lois de la santé, les lois de la longévité, minent leur vitalité avec une vie insensée et antinaturelle, avec des habitudes détériorées. J'ai un ami qui fait toujours référence à son âge. Il a l'habitude d'insister constamment sur ses années de déclin et de maintenir l'image de la décrépitude dans son esprit. Quand un homme passe les 70 ans, il ne peut plus supporter ce qu'il pouvait auparavant, dit-il. L'idée que nos énergies et nos forces doivent commencer à décliner et que le feu de l'ambition s'éteint en atteignant un certain âge a une influence très pernicieuse sur l'esprit. Nous ini realisans pa quel.il est impossible pour nous de dépasser nos limites auto-imposes. De faire si que nous croyons vraiment n'y pas pouvoir faire. Personne n'est vieux tant que l'intérêt pour la vie ne disparaît pas de lui, tant que son esprit ne vieillit pas, tant que son cœur ne devient pas froid et insensible. Tant qu'il touche la vie en de nombreux points, il ne peut pas vieillir en esprit. Un homme est vieux, peu importe son âge, lorsqu'il est déconnecté de la jeunesse, de ses idéaux, de ses points de vue, lorsqu'il est déconnecté de l'esprit de son temps, lorsqu'il a cessé d'être progressiste et actuel. Beaucoup des personnages les plus grands qui ont existé ont conservé leur mentalité juvénile jusqu'à la fin d'une longue vie. Il n'y avait aucun déclin dans l'esprit de Marshall dans ses vieux jours, il n'a jamais montré la moindre inclination à prendre moins de peine, aucun refroidissement de l'ambition, aucune tendance à abaisser ses jeux, à baisser ses normes, à réduire ses idéaux. Nous savons que l'esprit de Glaston était à son apogée à 80 ans. Beaucoup d'hommes signent leur arrêt de mort quand ils se retirent des affaires. Se retirer des affaires pour beaucoup signifie pratiquement se retirer de la vie réelle, car ils n'ont rien en dehors de leur routine commerciale. Ils n'ont pas été préparés à la retraite à rien en dehors de la vie routinière des affaires. Ils ont perdu la plupart de leurs amis en raison de leur absorption dans les affaires et leur mode de vie exclusif. Ils n'ont jamais développé leur faculté sociale, leur amour pour l'art, la musique ou la lecture. Toute leur vie a été canalisée dans un seul canal d'affaires, et lorsqu'ils en sortent, ils sont perdus. La vie signifie peu sans un but. Une fois que l'objectif de sa vie disparaît, l'homme existe simplement, il ne vit pas vraiment. Un idéal élevé et un but noble, tout ce qui pousse l'homme à regarder vers le haut et à lutter, tend à améliorer son état de santé et à prolonger sa vie. L'âme qui aspire, dans des conditions égales, à une vie plus longue. L'aspiration est un tonique perpétuel, elle stimule toutes les facultés. Chapitre 6. Fais que ta vie compte. Partout, nous voyons des hommes et des femmes faire les choses les plus basses, les plus communes, apparemment satisfaits de les faire toute leur vie alors qu'ils ont la capacité de viser plus haut. Beaucoup de gens ne commencent pas avec assez d'ambition pour les pousser à accomplir de grandes choses, rendant ainsi pratiquement impossible une grande carrière dès le début car ils attendent très peu d'eux-mêmes. Ils ont une vision limitée de la vie et d'eux-mêmes, ce qui restreint leur ambition à un petit sillon de médiocrité. Si je pouvais donner un seul mot de conseil à la jeunesse américaine, ce serait celui que Michel-Ange a écrit sous une petite figure sur une toile dans l'atelier de Raphaël, Amplius, plus grand. Raphaël n'en avait pas besoin de plus. Ce mot signifiait beaucoup pour lui. Il conseillait à tous les jeunes d'encadrer cette devise, de l'accrocher dans leur chambre, dans leur magasin, dans leur bureau, dans l'usine où ils travaillent, de la regarder fixement. Sa contemplation constante rendra leur vie plus large et plus profonde. Une bonne ambition est une vie splendide, plus ferme. Elle nous maintient dans notre tâche, nous empêche de céder aux 100 tentations qui pourraient nous ruiner. Quel chaos ce serait si ce n'était pas pour l'ambition de l'homme de se lever et de progresser dans le monde, d'améliorer sa condition. Rien ne fortifie autant l'esprit et n'élargit autant l'horizon de l'humanité qu'un effort constant pour être à la hauteur d'une ambition noble. Cela étant la pensée, pour ainsi dire,
à une mesure plus grande et touche la vie à des questions plus fines. Je suis déterminé à faire que ma vie compte, a dit un jeune immigrant pauvre avec qui j'ai parlé récemment. C'est une résolution qui en vaut la peine, mais elle est soutenue par une grande ambition, le dessein déterminé d'être un homme, de faire de sa vie un service à l'humanité. Ce jeune travaille dur pendant la journée, étudie à l'école nocturne et se perfectionne autant que possible pendant ses moments libres. Ce sont les types de morts qui gagnent, le genre de matériel qui a fait que l'Amérique se distingue parmi toutes les nations de la Terre. C'est la détermination qui nous a donné des hommes comme Lincoln, Andrew Jackson, Edison, Young, tous nos grands hommes nés ici ou adoptés comme fils. Est-ce qu'il pourrait y avoir une ambition plus noble que de faire compter sa vie? On ne peut pas imaginer leur échec, soutenu par la mort dans l'effort. La qualité des ambitions d'un peuple a à un moment donné le place dans l'échelle de la civilisation. Les idéaux d'un individu ou d'une nation se mesurent dans leur état réel et leurs possibilités et probabilités futures. Le problème de beaucoup de jeunes est qu'ils commencent sans un plan défini, sans un objectif immuable pour le succès, sans une valeur méritant une fin. Ils cherchent seulement un travail qui pourrait leur convenir ou non et continuent, exécutant leur travail avec indifférence, sans esprit ni ambition pour les pousser vers les sommets. Il est surprenant combien de personnes n'ont pas d'objectif ou d'ambition définie, se contentant de vivre au jour le jour sans un plan de vie bien tracé. Bien que la Grande Guerre mondiale ait fait beaucoup pour que notre jeunesse prenne conscience de ses responsabilités et élève ses idéaux à des hauteurs élevées, nous voyons encore autour de nous, dans l'océan de la vie, des hommes et des femmes jeunes dérivant sans gouvernail ni port, gaspillant le temps sans un but sérieux ni méthode dans tout ce qu'ils font. Ils dérivent simplement avec la marée. Si vous leur demandez ce qu'ils vont faire, quelle est leur ambition, ils vous diront qu'ils ne savent pas encore exactement ce qu'ils vont faire, qu'ils attendent simplement une opportunité pour entreprendre quelque chose. Entre les grandes choses que nous ne pouvons pas faire et les petites que nous ne ferons pas, le danger est de ne rien faire, comme le dit Adolfo. Il ne suffit pas d'avoir la capacité, l'éducation, la santé. Des centaines de milliers de personnes ont tout cela et pourtant échouent, ne vivent pas à la hauteur de la médiocrité parce qu'elles ne se mettent pas dans une attitude ou une condition pour réussir. Leur capacité est désavantagée par le manque d'un grand motif, le stimulant d'une ambition digne. Ce qui compte dans la vie, c'est d'avoir un grand objectif et de posséder l'attitude et la persévérance pour l'atteindre, dit Coët. Bien sûr, beaucoup de gens avancent dans leur carrière sans faute, mais la grande majorité de ceux qui cessent de progresser et abandonnent souvent juste à la vue de leur but le font par quelques faiblesses ou défauts. Beaucoup d'entre eux manquent de continuité dans leur but ou de persistance, d'autres manquent de courage ou de détermination. Beaucoup de ces malheureux atteindraient au moins un certain succès réel s'ils s'accrochaient simplement à leur tâche. Si le motif est assez grand, la capacité de l'égaler est souvent présente. Il n'y en a aucun parmi vous, mes amis, qui ne peut être plus vigilant, original, ingénieux, prudent, minutieux et sensé. Il n'y en a aucun parmi vous qui ne pourrait faire usage d'un peu plus de jugement, de prévoyance, de discernement. Si vous voyez un prix tentant devant vous comme récompense, quelle que soit votre ambition, soyez honnête avec vous-même. Laissez les questions secondaires de côté, laissez les distractions, vivez pour et par votre grande ambition, laissez tout le reste pour atteindre votre but et vous gagnerez, vous serez et vous aurez ce que vous voulez. Prenez une leçon de jardinage, taillez et coupez les branches inutiles qui consomment votre vitalité et obscurcissent la lumière du soleil. Ce club de cartes qui gêne le lever matinal, cette lecture légère qui éloigne votre esprit de la préparation à des choses plus grandes et tous les autres habits gaspilleurs, vous les avez coupés. Si vous ne l'avez pas fait, c'est parce que vous ne le voulez pas assez intensément pour le mériter et vous ne l'obtiendrez pas. À moins que vous ne puissiez supprimer les habitudes inutiles qui détournent votre énergie et vous éloignent de l'occasion principale, le succès dans la vie est un processus de sélection et d'élimination. Choisir entre ce qui ne vaut pas la peine et ce qui vaut pour obtenir du temps pour les choses qui comptent, vous devez économiser du temps en éliminant tout le reste. Imitez l'athlète à la table d'entraînement, nourrissez-vous de ce qui vous construit et vous maintient en forme pour le combat. À moins que vous ne soyez inspiré par un grand dessein, une détermination décidée à faire que votre vie compte, vous ne ferez pas grande impression sur le monde qui vous entoure. La différence entre la quantité et la qualité du succès dépend largement de l'ambition et de la détermination. Si vous en manquez, vous devez les cultiver vigoureusement et avec persistance,
Sinon vous resterez un anonyme. Je n'ai jamais connu personne qui se soit fait une place dans le monde sans maintenir vivant son objectif par une lutte constante pour atteindre son but. Au moment où l'ambition faiblit, nous perdons la force qui nous pousse en avant, et une fois que notre pouvoir de propulsion a disparu, nous dérivons au gré des circonstances. Une jeune sténographe m'a dit une fois que si elle était sûre d'avoir la capacité de devenir une experte en sténographie littéraire, elle irait à l'école la nuit, étudierait les jours fériés et se perfectionnerait de toutes les manières possibles. Mais si elle était convaincue qu'elle ne pourrait jamais atteindre une grande vitesse, elle se contenterait de se préparer pour la dictée de lettres ordinaires et laisserait les choses ainsi. Elle ne semblait pas penser que tirer le meilleur parti possible de ses capacités lui offrirait une position correspondante de qualité, ou que s'offrir la meilleure possibilité serait le meilleur investissement possible et lui procurerait une satisfaction infinie. Moins de compétences vous avez, mon jeune ami, plus il est important d'en tirer le meilleur parti possible. Si vous êtes obligé de gagner votre vie, et certains d'entre vous de subvenir aux besoins de votre famille et de construire un foyer avec un seul talent, vous devez certainement en tirer le meilleur parti possible et vous efforcer beaucoup plus que si vous aviez reçu 10 talents. Chapitre 7. Visualisez-vous dans une meilleure position. Peu importe dans quel secteur vous êtes ou quelle est votre profession, votre ambition principale doit être d'atteindre un niveau élevé. L'amour de l'excellence est l'étoile qui guide le monde vers l'avant. C'est ce qui rend non seulement un homme d'affaires ou un professionnel réussi, mais aussi une personne réussie dans n'importe quel domaine d'effort. Andrew Carnegie a dit « Je ne donnerai rien pour le jeune dans les affaires qui ne se voit pas déjà comme associé ou comme chef d'entreprise. » Ne vous reposez jamais un instant sur l'idée que vous êtes le chef, le contremaître ou le manager de toute entreprise, aussi grande soit-elle. Répétez chaque jour « Ma place est plus élevée ». Soyez Lou Roy Don Vos Revs. Jure que tu atteindras le poste avec une réputation irréprochable et ne fais aucun autre serment qui distrait souvent ton attention. On me demande souvent par les jeunes et les jeunes hommes si je crois vraiment qu'ils ont en eux assez pour réussir dans la vie, quelque chose de distinctif ou de valable, et je réponds oui, qu'ils ont la capacité de réussir, mais je ne sais pas s'ils le feront. Cela dépend exclusivement de toi. Si tu as l'énergie et la volonté de réussir, rien ne peut t'arrêter. Mais si tu ne les as pas, aucune quantité d'éducation, aucune traction ou influence, aucun pouvoir sur terre en dehors de toi-même ne peut te pousser, te guider ou te propulser vers le succès. Rien n'est aussi important dans ta vie que ton attitude mentale envers toi-même, ce que tu penses de toi-même, le modèle que tu as de toi-même et de tes possibilités. Si c'est petit, étroit et limité, ta vie le sera aussi. Tu dois te voir au-dessus d'un simple poste de bureau, sinon tu ne seras jamais rien de plus grand que cela. Tu dois te visualiser dans une position meilleure et maintenir constamment une ferme détermination pour l'atteindre, sinon tu n'y arriveras jamais. Ne laisse jamais tes motivations s'égarer ou affaiblir ta détermination en nourrissant le doute sur ta capacité à atteindre ton but. Chaque fois que tu le fais, tu neutralises une grande partie de la force qui pourrait y mener. Rappelle-toi qu'il y a une place qui t'attend quelque part si tu es assez grand et déterminé, si tu as le courage de la prendre. Sinon, il y aura probablement quelqu'un très proche de toi qui le fera, quelqu'un qui peut-être n'a pas eu une chance aussi bonne que la tienne. Dans les années à venir, si tu ne saisis pas cette opportunité pour avancer, tu te plaindras certainement de ta malchance et tu te demanderas comment Billy, Johnny ou moi, qui avons travaillé à tes côtés, avons obtenu l'association ou le poste convoité. Un écrivain récent a dit « Mon conseil pour tous ceux qui commencent à parcourir l'autoroute de la vie est de ne pas commencer tant que vous n'avez pas votre idéal, puis de ne pas vous arrêter avant de l'avoir atteint. » Très peu d'entre nous réalisent à quel point notre croissance dépend d'un stimulus particulier. Chaque acte doit avoir un motif. Nous ne faisons rien en dehors de nos activités automatiques habituelles sans un motif sous-jacent. Peut-être que le motif vital le plus fort pour l'homme moyen est celui qui vient de son désir de monter dans le monde. Il y avait une force derrière Lincoln qui l'a propulsé d'une cabane en bois jusqu'à la Maison Blanche. Il y avait une vision du pôle Nord qui a poursuivi Peary, l'a rempli d'ambition pour escalader jusqu'au plus lointain des limites de la Terre, et finalement l'a conduit, après de nombreux échecs, au pôle. La même force intérieure indomptable a poussé le jeune juif méprisé, Benjamin Disraeli, à traverser les classes basses de l'Angleterre, puis les classes moyennes et enfin les classes supérieures,
jusqu'à ce qu'il se dresse comme un maître auto-élevé au sommet du pouvoir politique et social en tant que Premier ministre du plus grand pays du monde. L'histoire de ces hommes est fondamentalement la même que celle de tous les hommes qui ont atteint la grandeur. Ils ont été continuellement poussés vers l'avant et vers le haut par une impulsion interne qu'ils ne pouvaient résister. Cette impulsion instinctive de continuer à avancer et à monter est ce qu'il y a de plus curieux et de plus intéressant dans la vie humaine. Elle existe en tout être humain normal et est aussi prononcée et réelle que l'instinct de conservation. Sur cet instinct grimpant repose le destin de la race. Sans lui, les hommes resteraient sauvages et vivraient dans des grottes et des huttes. La civilisation telle que nous la connaissons n'existerait pas. Il n'y aurait pas de grandes villes, ni de grandes usines, ni de chemins de fer, ni de bateaux à vapeur, ni de belles maisons ou parcs, ni de tableaux, ni de sculptures, ni de livres, sans ce mystérieux élan que nous appelons ambition. Le meilleur travail de chaque homme se trouve au-dessus et au-delà de lui-même et se réalise dans la lutte pour atteindre un idéal élevé. L'artiste s'efface et vise à travers son œuvre un aperçu de l'art universel dans ses moments d'inspiration. L'individualité de l'orateur se fond et se liquéfie dans le feu omniprésent de l'éloquence, que ce soit dans l'art, les affaires, la science ou les tâches quotidiennes de la vie. Nous atteignons vers la ligne de l'excellence absolue où nous abandonnons à notre sort. Nous faisons notre travail de manière plus efficace dans notre lutte pour obtenir ce que nous cherchons, pour atteindre le but de notre ambition. Nous mettons notre meilleur effort, notre plus grand engagement pendant que nous montons, pas après avoir atteint notre but. C'est l'une des raisons pour lesquelles les enfants des hommes riches atteignent rarement un grand succès personnel. Il leur manque le motif de grimper par nécessité, cette impulsion énorme, cette poussée d'ambition qui nous pousse à atteindre ce que nous désirons et sommes capables d'atteindre. L'ambition est le chef de tous les grands accomplissements, elle est la précurseur qui s'avance et dégage le chemin pour les facultés qui suivent. Cependant, l'ambition n'est pas toujours un guide sûr. Le génie a deux ailes, le bon sens et le jugement avisé doivent accompagner l'ambition, sinon elle s'éloigne souvent de l'homme. Nous avons vu des pièces de machinerie splendides dont les mâchoires de fer perçaient des plaques d'acier massif sans qu'il y ait la moindre secousse. La machinerie accomplit cet exploit merveilleux grâce à un énorme volant. Ce sont la force, la vitesse et l'élan accumulés qui lui permettent d'accomplir cette tâche prodigieuse. Si on retire le volant, la machine fait son travail avec la même facilité qu'un cuisinier ferait des trous dans un gâteau roulé. Elle s'effondre dès qu'on enlève le volant. Le volant est le secret, le jugement est le volant de l'homme, le grand bon sens, le sens du cheval. Si on ne l'a pas, l'ambition lui échappera. Le jeune homme qui surestime sa capacité, qui se lance au-delà de sa profondeur, qui a trop confiance, dont l'assurance ne repose pas sur une connaissance exacte de sa capacité et de ses limites, se trouve presque toujours mal. Il est aussi nécessaire de savoir pourquoi on n'est pas qualifié et de laisser tomber, que de savoir ce que l'on peut faire et de le faire. Étudie-toi toi-même, dit l'Inphilo, et surtout, fixe-toi bien sur ce que la bonne nature a voulu que tu surpasses. Il faut un géant pour faire le travail d'un géant. Ce que ferait un Morgan ou un Carnegie avec une facilité parfaite et sûreté pourrait être aussi impossible pour toi que de te lever par tes propres courroies. D'autre part, tu pourrais être capable de faire quelque chose que même un Morgan ne pourrait pas. Étudie tes propres adaptations, essaie de mesurer tes possibilités. Un homme doit faire rapidement un inventaire de sa capacité et se placer là où il appartient. S'il n'a qu'un talent, il ne doit pas essayer de rivaliser avec l'homme aux 10 talents. Il devrait simplement chercher à tirer le meilleur parti de son unique talent. Il est impossible de faire en sorte qu'un talent fasse le travail de 10, aussi ambitieux soit-on ou aussi énergiquement que l'on travaille. Un grand cerveau accomplit une grande chose avec facilité. Nous faisons tous notre meilleur travail sans nous forcer trop. Il est dangereux de surcharger ses facultés. J'ai vu un étudiant universitaire surcharger son cerveau au point de sérieusement compromettre ses capacités mentales dans un effort insensé pour être en tête de sa classe alors qu'il n'était pas un érudit naturel. Il semblait penser qu'en faisant un effort surhumain, en étudiant tout le temps pendant les vacances et les dimanches, toujours plongé dans ses études, il pourrait surmonter n'importe quel désavantage. Bien qu'il ait réussi à être assez proche de devenir le leader de sa classe, il ne s'est jamais complètement remis des effets de la surcharge de son cerveau. C'est une grande chose d'être capable de mesurer nos talents,
de nous comprendre si profondément que nous n'entreprenons que ce que nous sommes capables d'accomplir, sans aspirer à l'inaccessible. Chapitre 8. L'ambition frustrée autour de nous. Nous voyons des gens qui semblent ne pas avoir d'enthousiasme particulier pour la vie. Ils n'ont pas de grande excitation pour rien. Il y a une grande déception quelque part dans leur vie. Pourquoi sont-ils si malheureux? Personne ne perd son intérêt pour la vie ou ne devient indifférent à son travail à moins d'avoir été frustré dans la réalisation de son ambition, ou pour une autre raison, n'a pas pu trouver sa place correcte dans la vie. Partout où nous voyons du mécontentement, de l'infélicité ou du malaise, nous pouvons être certains que la personne qui montre ces conditions est un clou rond dans un trou carré, ou n'a pas pu réaliser ses rêves pour une raison quelconque. Son cœur a été déçu de son idéal. Une ambition frustrée semble déraciner toute la nature de son orbite normale. Il n'y a pas de souffrance aussi fatale que le remords, comme celui qui vient de la conscience d'un espoir ruiné, d'une aspiration étouffée. Être conscient de posséder une capacité décidée pour une vocation particulière et se sentir obligé année après année de s'enchaîner à un travail monotone que le cœur déteste demande un courage suprême. Sentir qu'il n'y a aucune chance, même aucune possibilité, d'exprimer un jour le grand désir affamé réprimé dans le cœur, qui le remplit presque jusqu'à éclater. Elle traîne les années fatiguées en essayant d'être joyeuse, pleine d'espoir et utile à ceux qu'elle aime, et pourtant elle ressent que son dévouement envers eux lui a rendu impossible l'autre souffrir en silence une déception qui rend malade le cœur est le plus grand test de la véritable ombre ou féminité. Il est très facile de critiquer d'autres personnes qui n'ont pas gravi les échelons du monde comme peut-être nous le pouvons mais elles peuvent être des héros par rapport à notre expérience. Nous ne pouvons jamais savoir quelles tragédies peuvent se produire dans leur cœur ou quelles tortures d'ambition déçue et d'espoir ruiné ils peuvent subir être obligés de traverser la vie sans aucune possibilité de satisfaire le grand appétit de l'âme de réaliser les désirs infinis du cœur est une torture il n'y a pas de compensation pour cela sauf le sentiment du devoir accompli envers les autres qui auraient souffert si nous avions essayé de réaliser notre ambition. Je connais une femme. Très belle de personnalité charmante qui a un grand talent musical, une voix superbe et pourtant elle n'ose à peine mentionner le sujet de la musique en présence de son mari qui s'emporte à la simple suggestion qu'elle développe son merveilleux talent. Tous ses amis pensent que c'est un crime de sa part de ne pas utiliser son grand don mais elle se sent obligée de réprimer son ambition. Son mari bien qu'il soit en mesure de subvenir aux dépenses n'envisage pas qu'elle prenne des cours ou qu'elle s'efforce de perfectionner le talent que Dieu lui a donné. Le résultat est que la vie de cette femme devient un calvaire. Elle essaie d'être joyeuse et de remplir son devoir mais ceux qui la comprennent peuvent voir les lents processus d'étouffement qui se produisent qui minent son ambition et détruisent sa santé. Récemment, j'ai appris par un vendeur de piano qu'une autre femme dotée d'un grand talent musical avait acheté un beau piano tant désiré avec l'argent qu'elle avait hérité. Son mari lui a rendu la vie si insupportable à cause de cela qu'elle l'a retourné au fabricant, qui, reconnaissant sa situation, lui a généreusement remboursé l'argent qu'elle avait dépensé pour l'achat. Y a-t-il quelque chose de plus cruel que d'étouffer un talent destiné à apporter une joie perpétuelle? En plus de nous apporter le succès, y a-t-il quelque chose de plus pervers que de tuer une ambition divine, de détruire des aspirations sacrées en rendant misérable un être humain destiné à être heureux, en lui volant toute possibilité de réaliser ce pour quoi il a été créé? Cependant, il y a des milliers de maris qui font cela et se demandent pourquoi leurs femmes ne sont pas toujours prospères et pleines de vivacité et de vie, pourquoi elles ne sont pas toujours joyeuses, pleines d'espoir et d'esprit. Beaucoup de maris ne prétendent pas être égoïstes dans leur vie domestique et croient vraiment être généreux, mais leur esprit est tellement centré sur eux-mêmes et sur leur ambition qu'ils ne peuvent penser à leurs femmes qu'en référence à eux-mêmes. Alors que le plus grand amour vise le plus grand bien-être de la personne aimée et non le sien, l'ambition aveugle souvent à la justice. Rien n'est plus désolant que de voir un homme victime d'une ambition démesurée et égoïste, prêt à progresser à tout prix pour gagner de la gloire, de la notoriété ou du plaisir, peu importe qui doit être sacrifié dans le processus. De nombreuses femmes ont une manière merveilleuse de cacher leur douleur, de dissimuler leur déception, mais cette déception peut ruiner toute une vie. Il y a quelque chose de si décourageant et de si désespérant dans le fait d'être contraint d'abandonner les carrières que l'on désire, que la nature ne se remet jamais complètement du choc. Partout, nous voyons ces coquilles brûlées d'individus à qui l'on a volé leur destin naturel, des individus faibles, sans ambition, agités, inefficaces, de simples nains de ce qu'ils pourraient être. Ella Wheeler Wilcox donne quelques conseils avisés que l'homme ou la femme insatisfait et malheureux, dont l'ambition a été frustrée,
pourrait prendre en compte avec avantage. Ne gaspillez pas votre vitalité à détester votre vie, trouvez quelque chose en elle qui vaille la peine d'être aimé et apprécié tout en travaillant constamment pour la transformer en ce que vous désirez. Elle dit aussi, réjouissez-vous de quelque chose chaque jour, car le cerveau est une créature d'habitude et vous ne pouvez pas lui apprendre à être heureux en un instant. Si vous permettez à la misère de vous habiter pendant des années, il y a un puissant tonique à maintenir la conviction que vous êtes dans ce monde pour une raison, que vous êtes ici pour aider, que vous avez un rôle à jouer que personne d'autre ne peut remplir à votre place, car chacun a sa propre partie à jouer dans le grand drame de la vie. Si vous ne jouez pas votre rôle, il y aura quelque chose de manquant, une lacune dans la production. Personne ne devient grand tant qu'il ne ressent pas cette pression d'être fait pour accomplir une chose spécifique dans le monde, pour remplir un rôle défini. Alors la vie semble prendre un nouveau sens, dit-il. Peu d'entre nous réalisent les merveilleux privilèges de la vie, les bénédictions que nous avons héritées des gloires et des beautés de l'univers, qui sont nôtres si nous le choisissons, de la mesure dans laquelle nous pouvons faire de nous-mêmes ce que nous voulons être ou du pouvoir que nous possédons pour assurer la paix de triompher sur la douleur et la peine. Nous parcourons la vie les yeux rivés sur un objectif lointain, nous nous efforçons de l'atteindre de toutes nos forces. Nous passons sur notre chemin d'innombrables occasions d'aider les autres dans des endroits difficiles, d'illuminer et d'embellir la vie quotidienne de chacun, mais nous ne les voyons pas. L'homme a été créé pour croître, pour réaliser la paix, l'équilibre, la satisfaction, l'ambition d'être un homme, de défendre davantage dans la communauté, de s'éloigner de plus en plus de notre horizon, de penser un peu plus au chaque jour, de penser un peu plus à nous-mêmes, d'avoir un peu plus de foi en nous-mêmes et en tous les autres. L'ambition d'être vraiment utile dans le monde est une bénédiction digne de l'homme que Dieu a créé et ne peut apporter que du bonheur à l'individu, à la lumière blanche de l'histoire, devant le tribunal de justice. Nous ne serons pas jugés pour ce que nous semblons être ou avoir accompli, mais pour ce que nous sommes et pour ce que nous avons essayé de faire. Dans le jugement de ce tribunal, où il n'y a pas d'appel possible, beaucoup d'échecs seront approuvés comme des succès et beaucoup de succès seront jugés comme des échecs. Et il sera facile de trouver l'histoire d'un garçon qui est resté à la ferme et a aidé à payer l'hypothèque, réprimant son ambition pour que son frère préféré puisse aller à l'université et ainsi obtenir un succès bien plus grand que celui pour lequel il a fait le sacrifice. La fille qui a réprimé ses désirs d'une éducation supérieure ou sacrifié les perspectives de mariage et d'un foyer propre pour s'occuper de ses parents âgés, et qui n'était pas connue en dehors de son petit groupe d'amis, peut avoir son nom enregistré bien plus haut sur la liste d'honneur que celui de sa sœur qui est allée à l'université ou est devenue un grand auteur, musicien, artiste ou actrice. Les caractères impérissables seront inscrits au tableau d'honneur du succès, des noms inconnus pour la plupart d'entre nous, les noms de ceux qui ont joué des rôles remarquables dans la vie. Les travailleurs inconnus de l'humanité, les souffrants héroïques, certains aveugles, d'autres estropiés ou handicapés par la perte de mains ou de pieds, ou tourmentés par des maladies incurables, qui avec une force égale à celle des martyrs d'autrefois ont assumé les charges de la vie et ont courageusement exploité les pouvoirs et les opportunités que le Tout-Puissant leur a accordés. Chapitre 9. Pourquoi ne pas commencer quand vous espérez réaliser les choses merveilleuses dont vous avez rêvé? Pourquoi ne pas commencer maintenant? À quoi attends-tu? Pourquoi ne pas commencer? Tu attends que quelque chose de bon t'arrive, en espérant une influence, un coup de pouce, que quelqu'un t'aide. Tu sais qu'il n'y a rien de plus démoralisant pour la vie, affaiblissant pour le caractère que d'être constamment désireux et rêveur des grandes choses que nous allons faire sans un effort correspondant pour réaliser nos rêves. Le désir sans un effort correspondant pour réaliser dégénère l'esprit et détruit l'initiative. Lorsque les gens se trompent en pensant que s'ils continuent à aspirer, s'ils continuent à désirer accomplir leurs idéaux, atteindre leur ambition, ils réaliseront leurs rêves sans aucun autre effort, il semble qu'ils ne savent pas qu'il est possible d'aspirer trop, de former le penchant à rêver au détriment de soi-même. Nos visions sont les plans de la structure possible de la vie, mais elles resteront des plans simples si nous ne les suivons pas avec persistance, avec un effort vigoureux pour les concrétiser, tout comme les plans de l'architecte resteront des dessins s'ils ne sont pas suivis et réalisés par le constructeur. Trois choses que nous devons faire pour que nos rêves deviennent réalité. Visualiser notre désir, nous concentrer sur notre vision, travailler pour la concrétiser. Les instruments nécessaires pour cela sont en nous, pas à l'extérieur, indépendamment des accidents de naissance ou de la fortune. Il n'y a qu'une seule force par laquelle nous pouvons façonner notre vie matérielle, l'esprit.
Tous les hommes qui ont accompli de grandes choses ont été des rêveurs, et ce qui l'ont accompli l'a été en proportion de la vivacité, de l'énergie et de la persistance avec lesquelles ils ont visualisé leurs idéaux, se sont accrochés à leurs rêves et ont lutté pour les réaliser. Le mal qui affecte le jeune entrant dans le monde des affaires de nos jours est le manque d'application, de préparation minutieuse, d'ambition sans la volonté de lutter pour atteindre l'objectif désiré. Dire une chose est d'avoir la capacité et le désir de faire quelque chose de distinctif, d'individuel, mais le faire est une toute autre chose. De nos jours, il y a une énorme quantité de capacités improductives dans l'armée de l'échec. Pourquoi les hommes qui en ont ne font-ils rien pour eux-mêmes? Beaucoup de ces hommes pourraient être prospères et réussis dans leur communauté au lieu d'être des mendiants dans une file d'attente pour du pain. Ils avaient l'opportunité de faire le bien. Pourquoi ne l'ont-ils pas fait? Il est bon de se demander de temps en temps si nous faisons le bien, si nous exploitons nos opportunités, si nous progressons ou régressons. Oliver Wendell Holmes dit que ce n'est pas tant l'endroit où nous sommes qui importe que la direction dans laquelle nous nous déplaçons, dans quelle direction nous allons. De nos jours, il y a des milliers de personnes dans ce pays qui ont de splendides ambitions et qui se sont engagées à les réaliser, mais qui sont des victimes paralysées par le doute qui les empêche de commencer. Elles attendent seulement, incapables de commencer, tandis que ce monstre se tient à la porte de leur résolution. Elles ont peur de brûler leur pont derrière elles, de s'engager dans leurs desseins. Au début de votre carrière, c'est magnifique de décider que vous allez être un conquérant dans la vie, que vous allez faire le roi de votre royaume mental et non un esclave de quelque ennemi traître, que vous avez choisi la voie la plus sage, peu importe à quel point les difficultés sur le chemin peuvent sembler interdites ou redoutables, vous prendrez le virage qui mène à l'objectif de votre ambition, peu importe qui ou quoi pourrait entraver votre chemin. Ne laisse pas le doute freiner tes efforts, ne laisse pas les débuts te paralyser et te transformer en un être méprisable. La confiance, la sécurité et la foi en toi-même sont de grands alliés qui tueront le traître doute. Le fait d'avoir un désir presque incontrôlable, une grande ambition absorbante pour accomplir quelque chose qui compte avec l'approbation de ton jugement et de ton meilleur moi est un signe qui te montre que tu peux le faire et que tu dois le faire immédiatement. N'aie pas peur d'assumer des responsabilités, décide-toi à prendre toute responsabilité qui se présente au cours de ta légitime carrière et supporte-la un peu mieux que quiconque l'a fait. Il n'y a pas d'erreur plus grande dans le monde que celle de reporter la responsabilité présente en pensant que nous serons mieux préparés pour assumer celle qui viendra plus tard. C'est en acceptant ces postes tels qu'il nous arrive que nous acquérons la préparation, car nous ne pouvons accomplir quoi que ce soit d'important facilement et efficacement jusqu'à ce que nous l'ayons fait tellement de fois que cela devienne une habitude. Combien de fois entendons-nous des gens faire des commentaires du genre « Je sais que je devrais faire ça aujourd'hui, mais je ne pense pas le faire ou je n'en ai pas envie, donc je vais peut-être procrastiner ou reporter les choses et faire exactement le contraire de ce que je sais devoir faire. » Si ceux qui sont déçus de ce qu'ils ont accompli jusqu'à présent décidaient simplement de faire pendant un mois les choses qu'ils n'aiment pas mais qu'ils savent être bonnes pour eux, ils commenceraient un nouveau voyage sur le chemin du succès, du contrôle de soi et de leurs capacités. Tout leur système de travail ressentirait cette motivation. Astérisque est la résolution personnelle de faire ce qui est le mieux pour toi, aussi désagréable soit-il, aussi humiliant soit-il, peu importe la sensibilité ou le sentiment de manque de préparation qui dépend du développement de ta virilité ou de ta féminité. Pourquoi avoir peur de se fixer de grands objectifs? Affirme ta capacité de faire et d'être, et les pouvoirs que tu n'as jamais rêvé posséder viendront à ton aide. Aie confiance en toi-même complètement, que chaque fibre de ton être vibre avec cette corde de fer. Il n'y a personne qui puisse fermer la porte menant à toute ambition légitime d'une vie plus grande et plus pleine, sinon toi-même. Il n'y a pas d'obstacle, pas de difficulté, pas de pouvoir sur terre autre que toi-même qui puisse annuler la promesse de Dieu à l'homme. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Nous sommes tous de réservoirs de pouvoir. Etc. que nous faisons de nous mêmes. Si que nous accomplissons dans la vie. Ini depend pas de choses externes mais de la mesure dans laquelle nous exploitons nos forces cachées, nos talents et nos ressources latentes. Tout ce qui nous arrive dans la vie est d'abord créé dans notre esprit, tout comme un bâtiment est une réalité dans tous ses détails dans l'esprit de l'architecte avant qu'une pierre ou une brique ne soit posée. Ainsi, nous créons mentalement tout ce qui deviendra plus tard réalité dans notre accomplissement. Nos désirs du cœur, nos aspirations de l'âme,
ne sont pas de simples chimères de l'imagination. Ce sont des prophéties, des prédictions, des précurseurs de choses qui peuvent devenir réalité. Maintiens l'image de l'homme ou de la femme que tu désires être et que tu es déterminé à devenir, et tiens bon à ton plan mental d'un avenir glorieux. Ne t'abandonne pas dans les moments de découragement, et ne permets à aucun obstacle d'obscurcir tes idéaux. Persiste à visualiser l'homme idéal que tu es déterminé à devenir. Pense toujours à toi-même comme aspirant à devenir cette personne. Cette attitude mentale t'aidera à faire correspondre ton rêve avec ta réalité. Il y a un pouvoir magnétique et attractif dans un objectif aussi puissant que de s'accrocher à un but inébranlable. Ce type d'attitude mentale et d'effort établira la connexion entre toi et ce que tu recherches.